Nous allons passer à la seconde intervention de Orange Business Services, présentée par Alain Bouquet. Oui, bonjour. Alain Bouquet. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Alain. Très bien. Donc, je vais juste prendre une minute pour télécharger ma présentation. Très bien. Et je remercie Marc pour cette excellente présentation. En attendant. Est-ce que tout le monde voit le document? Nous voyons bien le document, Alain. Sans problème. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Hein, je suis business partner au sein d'Orange Business Services, en charge des partenariats industriels autour de la valorisation des données métiers. À ce titre, on m'a demandé de venir vous présenter donc un cas client. Hein. Donc, je ne suis pas un expert de l'analyse de données, je suis commercial de formation. Seulement au sein d'Orange Business Services, on a trouvé l'occasion de ce salon Big Data d'essayer de profiter en fait de cette occasion pour vous montrer un cas concret, un cas client métier, où les problématiques Big Data prennent une dimension extrêmement structurante. Donc on va le voir au fur et à mesure de cette présentation. Ce que je vous propose, c'est quelques slides au début pour présenter le projet, le client final et la stratégie industrielle autour. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Voilà. Alors, tout d'abord, le client final. Le client final est l'ESA, l'ESA étant l'agence spatiale européenne en charge de l'ensemble des programmes ambitieux de l'Europe dans le domaine spatial. 22 États membres qui adhèrent à l'ESA et avec un budget de plus de 5 milliards d'euros en 2017. L'ESA, pour votre information, pilote un certain nombre de programmes européens qui vont de la navigation, par exemple, à travers le projet Galileo. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce que je vais faire en focus, c'est le programme Copernicus, qui est un programme d'observation de la Terre pour les gens qui ont connu peut-être à l'époque le programme européen qui s'appelait GMES, donc pour Global Monitoring Environnement et Sécurité. Donc ce programme a été renommé Copernicus en 2004 et dont l'objectif est de photographier en quasi temps réel, j'expliquerai ce terme progressivement, donc photographier l'ensemble de la Terre dans un objectif précis qui est mesurer l'état de santé de notre planète. Donc ça va on va dire de la partie feux de forêt, pollution, atmosphère, jusqu'aux surveillances des frontières, en passant par tout un tas d'applications. Je vous citerai deux cas d'usage assez pratiques tout à l'heure. Voilà. Donc Copernicus est un programme extrêmement ambitieux. Il y a ce que vous voyez en haut, en fait, c'est une dimension satellite. En fait, c'est une constellation de satellites qu'on appelle Sentinelle, qui photographie donc l'ensemble de la Terre et qui transmettent à ce qu'on appelle les segments sol, donc leur base, les images brutes qui seront plus tard analysées et traitées par des scientifiques et par des laboratoires de recherche pour extraire l'information qui est présente dans ces images-là. Voilà. Alors, particularité de Copernicus, c'est bien sûr les volumes de données à traiter. On parle de déluge numérique, c'est le mot qui est utilisé par
par pas mal de spécialistes, que ce soit l'ESA ou CNES en France. Le programme génère plus de 10 pétaoctets par an à ce jour, donc c'est énorme. C'est, pour vous le situer, c'est le troisième plus gros fournisseur de données au monde. Donc l'Europe a je dirais, des enjeux majeurs autour de stockage et de la structuration de ces données, mais pas seulement. Nous avons aussi des problématiques de puissance de calcul pour traiter ces données. On parle d'imagerie satellite, donc c'est assez lourd. On parle aussi de problématiques d'interopérabilité, d'ouverture de plateformes, d'externalisation dans le cloud public pour essayer de minimiser les coûts et d'ouvrir à d'autres technologies. Donc voilà, il y a une ambition, je dirais, qui est née depuis quelques années avec des alertes données par le CNES, qui est l'Agence spatiale française, depuis des années. Donc l'alerte a été à la fois sur ces volumétries qui sont générées par les satellites et qui ne s'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas de tourner. Donc l'idée, c'est de capter ces données et d'éviter qu'on perde donc c'est cette matière première qui est nécessaire à l'analyse derrière. Mais Copernicus, c'est pas que les satellites, il y a aussi ce que vous voyez en bas ici. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais donc ce qu'on appelle les données in situ, qui sont les balises ou les ballons qu'on met au niveau terrestre et qui viennent compléter les informations issues du satellite. Donc tout ça, ça converge vers ce qu'on appelle les gros hubs de données qui sont disséminés un peu partout en Europe et gérés par l'Agence spatiale européenne. Alors, juste pour vous matérialiser un peu ce que c'est la donnée dont on parle, ça c'est une image retraitée, donc qui est sortie de Sentinelle, de Copernicus. C'est le glacier Petermann qu'on a, donc certainement certains d'entre vous ont entendu parler. Ce glacier inquiète les scientifiques parce qu'on considère que si jamais ce glacier disparaît, c'est 10 cm d'augmentation au niveau des océans et des mers et donc menace sur certains pays concernés. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé aujourd'hui par Copernicus. Les photos donc sortent des satellites retraités en quasi temps réel. Et là, ce que je voudrais juste souligner, c'est alors là de ces jolies couleurs qui sont dans l'image, c'est surtout les capacités de traitement derrière pour essayer de distinguer par exemple la neige des nuages. Sont tous les deux blancs, donc pour éviter qu'il y ait confusion ou pour rendre l'image assez exploitable derrière, on va colorier les zones qui nous intéressent. Donc tout ce que vous voyez en bleu ici, c'est la glace ou la neige. Ce qui est blanc, donc un petit peu blanc, ce sont des nuages. Le vert très clair, c'est la végétation. Donc bon, là la photo a été prise le 16 août, donc c'est normal qu'on voit la végétation à cette époque-là. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est aussi la capacité des satellites Sentinelle à mesurer l'épaisseur de la neige et de la glace, donc à travers des satellites radars. Et donc tout mouvement, même de l'ordre de quelques millimètres du glacier, est mesuré par Sentinelle. Et donc, il y a des alertes aujourd'hui qui sont données. Je vous expliquais tout à l'heure que c'était en quasi temps réel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un passage qui est fait quasiment tous les 2 jours sur ce glacier, donc qui permettent d'alerter les scientifiques sur tout changement. On parle de change detection. Donc, à chaque passage, on est capable automatiquement, par des mécanismes de deep learning, ou machine learning, de détecter les changements par rapport à l'image précédente. Donc, voilà un peu vraiment un exemple concret de l'intérêt de Copernicus dans la surveillance de notre environnement. Revenons en France pour le deuxième use case, là on est plutôt dans le milieu agricole. L'indice de production fourragère qui est
qui est un indice extrêmement suivi en France, à la fois par le gouvernement et par les compagnies d'assurance, parce que c'est le seul indice qui est reconnu pour déterminer derrière l'indemnisation des agriculteurs en cas de sécheresse. Donc là, par exemple, ce que vous voyez ici sur un schéma, les zones en rouge, ce sont des zones où les compagnies d'assurance devront indemniser les agriculteurs suite à des sécheresses. Donc ça, c'est quelque chose qui sort c'est un rapport qui sort sur toute une chaîne de valeur qui va du satellite, qui va prendre, donc qui va photographier les zones concernées, les outils algorithmiques associés pour déterminer on va dire extraire les informations et surtout aller comparer ces zones-là par rapport à la banque de données disponible. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est un service proposé par Airbus et qui mesure notre pays entre le 1er février et le 31 octobre de chaque année. On sort ce rapport et bien sûr, on peut zoomer département par département. Et donc, ce rapport fait foi en cas de conflit entre les compagnies d'assurance et les agriculteurs. Donc, c'est le seul qui fait foi, il est reconnu comme une valeur probante auprès des tribunaux si jamais il y a un conflit sur le sujet. Donc, typiquement, deuxième exemple très concret de l'application de l'imagerie satellite dans nos quotidiens. Alors, revenons sur un peu l'historique de ce projet. L'ESA, pour mettre en place le programme Copernicus, a créé ce qu'on appelle les hubs. Donc il y en a 4 en tout, là, ce que vous voyez ici dans cette zone bleue. Il y a un premier hub qui est donc disponible pour tout le monde. Vous pouvez y aller. Je vous enverrai quelques liens sur le portail d'ESA. Il n'y a absolument pas de qualité de service associée. Par contre, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par l'imagerie satellite, vous êtes passionné, donc vous pouvez très bien aller vous connecter, créer un compte et télécharger des images. Il y a un autre hub qui lui est dédié au core service du programme, donc c'est quelque chose de très métier, donc qu'une personne n'a accès à part les spécialistes. C'est plus du coming soon, le slide date un peu. Donc il y a le troisième hub qui est le hub international que l'ESA a décidé de créer aux États-Unis en collaboration avec la NASA. Donc là, c'est vraiment pour tous les scientifiques internationaux. On leur propose un accès aux données de Copernicus. Et bien sûr, donc le dernier qui est en fait le portail officiel de l'ESA pour tous les pays européens qui souhaitent récupérer depuis le data center de l'ESA, donc récupère à travers les liaisons réseau les données de Copernicus pour proposer derrière leurs scientifiques ou à leurs industriels la matière première qui servirait à créer des services. Voilà. Ça, c'est en gros, si vous voulez, le réseau de distribution, de dissémination des données Copernicus en Europe. Alors le constat de ça, c'est que l'ESA ne propose que la partie téléchargement des données, donc il n'y a pas de service de calcul, enfin de traitement ou de processing de ces données. Et puis surtout ici, c'est que les données sont limitées à 6 mois. Au-delà, donc tous les États membres devront aller chercher les données et les stocker dans chaque pays. Donc la France a décidé de créer ce qu'on appelle la plateforme PEPS, qui est hébergée à Toulouse, au Centre national d'études scientifiques toulousain, donc au CNES. Et donc l'initiative française, c'est de dire, ok, parce qu'il les a ne propose que la partie hébergement, nous en France, on va commencer à créer une première initiative pour encourager l'industrie à développer les services, et donc on va proposer une plateforme d'exploitation qui à la fois gère le stockage, qui propose une bibliothèque d'algorithmie, donc de logiciels capables de traiter de manière assez standardisée certaines images et d'extraire l'information.
Et puis, bien sûr, un portail qui permet de faire un tableau de bord ou quelques outils analytics autour de ces données-là. Voilà. Alors, c'est une très belle initiative. Ça a été lancé en 2015. Le problème, c'est que tous les autres pays européens, tous les grands pays européens ont copié la France. Donc, l'Allemagne a créé une autre plateforme équivalente qui s'appelle CodeDE, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, on se retrouve finalement avec une problématique où la donnée, déjà, quand elle arrive du satellite, elle est dupliquée sur 4 hubs côté ESA, mais en plus, on les duplique dans chaque pays. Donc, les volumes que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont chaque fois dupliqués dans les différents data centers, ce qui pose quand même un problème à terme de rentabilité et de modèle économique derrière. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat, je dirais, de l'usage qui a été fait entre 2010 et 2016 de Copernicus, qui est un merveilleux programme vraiment pour l'Europe et pour notre planète. Maintenant, les alertes ont été données au plus haut d'ailleurs de l'État. Donc en France, à l'époque, c'était Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui a été alerté sur le sujet par le CNES. Au niveau européen, c'est monté à la Commission européenne et l'idée c'était de dire qu'il faut en Europe une seule plateforme capable de fédérer l'ensemble des initiatives et de proposer des services associés. On y reviendra sur le sujet. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de vous citer. Donc, trois constats, trois interrogations, si vous voulez, par rapport à l'éruption de ces nouvelles technologies Big Data et les difficultés croissantes de maîtriser les données issues de Copernicus. Donc, une des premières questions, c'est comment harmoniser au niveau européen l'intégration de toutes les sources de données d'observation. Donc là, on a vu les satellites, les capteurs, etc. Mais dans les satellites, il y a plusieurs types de satellites. Il y a de la haute résolution, il y a des satellites militaires, civils, etc. Donc voilà, besoin d'une vraie réflexion autour de l'harmonisation de ces données-là. Il y a un besoin de convergence clairement établi entre le monde du spatial, qui est habitué à des cycles extrêmement longs et à discuter qu'avec des institutionnels européens. C'est le cas par exemple d'Airbus Defence and Space, qui est notre partenaire sur le projet. Et puis le monde des acteurs du numérique, dont Orange fait partie, et qui est très habitué à une économie à cycle court, changeant. Et donc, comment marier ces deux mondes au sein d'un projet comme Copernicus. Donc là aussi, c'est vraiment des questions de fond qui sont posées. Troisième sujet, encore une fois, n'ayons pas peur des mots. À quoi sert d'avoir des champions européens de la donnée si la valorisation se fait ailleurs? Quand on dit se fait ailleurs, c'est fait chez Google, Amazon, donc les GAFA, qui indirectement bénéficient de cette masse de données issues de l'Europe et dont les scientifiques, faute d'avoir de capacité de calcul, téléchargent ces données sur les clouds d'Amazon et de Google pour les traiter. Voilà. Donc là aussi un message clair qui a été adressé par Orange au gouvernement français et à la Commission européenne pour dire qu'il faut impérativement créer cet écosystème européen capable lui aussi de profiter de cette valorisation et cette masse d'opportunités issues de Copernicus. Donc pour ça, le CNES, en fait, en 2015, a lancé un RFI durant l'été. Nous avions répondu à l'époque avec les 4 logos que vous voyez ici, donc Airbus Defence and Space, Météo France, Orange et Téléspadio. Nous avons fait un rapport donc qui a été encore une fois monté assez haut dans les différentes instances gouvernementales. Et notre idée à l'époque, c'est vraiment de créer ce qu'on appelle un framework de valorisation des données des données géospatiales.
Sur ce framework, on rajoute un bus de service avec la gouvernance et des outils de tracking pour l'usage. Et puis une couche un peu plus haute, une couche analytics, un portail d'accès pour les utilisateurs et surtout des API, donc des interfaces applicatives spécialisées pour les communautés scientifiques et les développeurs, pour les institutionnels, pour les startups et pour la R&D. Voilà notre idée de l'époque, c'est vraiment proposer la plateforme, enfin une géoplateforme collaborative et interopérable avec les autres, donc absolument pas fermée, et qui permet donc une espèce de marketplace, si vous voulez, hein, avec où l'utilisateur se connecte et il a accès à la fois à la donnée, à la bibliothèque de algorithmique et les logiciels embarqués en mode SaaS, mais aussi aux puissances de traitement quand c'est nécessaire pour les développeurs ou les éditeurs qui souhaitent se lancer et développer le business. Donc on parle vraiment de, j'avais parlé de diffusion, monétisation de ces données, bien sûr de l'innovation et de la collaboration autour de ce programme. Donc ça c'est quelque chose qui a été pendant quasiment toute l'année 2016 poussé à nos différentes instances européennes pour en fait prendre une décision au niveau Europe, et la décision a été prise de créer ce qu'on appelle DIAS aujourd'hui, DIAS, Data Information Access Services. C'est le programme, la réponse, on va dire, de l'Europe à notre proposition aux industriels. C'est quoi DIAS exactement? En fait, c'est 4 plateformes industrielles. Alors, pourquoi 4? C'est que l'Europe a souhaité retenir 4 consortiums européens différents pour porter l'ambition de ce projet. Donc, ce sont 4 plateformes cloud publiques qui seront financées pendant 4 ans par l'Europe. Ces plateformes proposent des moyens de calcul de stockage assez importants. On parle d'imagerie satellite et donc c'est assez lourd. Et ces plateformes sont aux normes OGC, qui est une norme obligatoire dans le monde spatial. Pour les connaisseurs, on est aussi donc dans les normes OpenStack pour quand on veut un peu parler informatique et cloud. Donc, ce sont des plateformes ouvertes. Il n'y a pas de licence privée ou privative. On est dans l'ouverture totale et l'interopérabilité totale de ces plateformes. Un cahier des charges assez lourd. On a répondu à l'appel d'offres donc de l'ESA pendant 9 mois. Et je vous en parlerai un peu plus dans notre consortium avec Airbus. Donc nous avons gagné ce projet. Et donc nous sommes en train de construire cette première brique qu'on appelle DIAS Back Office. On est en train de la construire, nous avons 6 mois pour sortir la plateforme, donc l'ouverture est prévue cet été 2018, avec la promesse, bien sûr, d'une offre, une proposition de valeur pour tous les éditeurs, les startups qui souhaitent développer leur propre business avec nous. Donc il y aura un véritable marketplace prévu à cet effet, où les entreprises en Europe, mais aussi partout dans le monde, pourront venir soit héberger leurs propres solutions, soit croiser leurs données avec les données disponibles dans cette plateforme pour sortir des services, des nouvelles générations de services issus donc de la géoinformation au sens large. Mais encore une fois, nous sommes dans une logique d'ouverture à d'autres domaines d'activité, donc l'idée c'est pas que de rester dans un milieu spatial, c'est vraiment appliqué à des cas d'usage métier. Je vous ai parlé de l'agriculture, il y a le transport, le tourisme, il y a tout un tas d'applications aujourd'hui qui sont prévues. Et pour ce faire, vous voyez ici, en fait, il y aura forcément de la puissance des plateformes Big Data prêtes à l'usage et préconfigurées pour que ces entreprises, il y en a 450 en Europe, puissent se consacrer sur leur métier et puissent vraiment sortir les nouvelles générations de services autour de l'observation de la Terre. 450 sociétés, il y en a
à peu près plus de la moitié qui sont soit des petites entreprises, soit des startups. Mais la particularité, c'est ils ont généré en 2017 presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux pour l'Europe, en tout cas, qui encourage des entreprises à venir. Nous, avec Airbus, on va le voir dans les prochains slides, nous avons aussi l'ambition d'encourager les startups et même les éditeurs à venir sur notre plateforme et faire du business avec nous, quitte à, si vous voulez, commencer à cofinancer quelques développements qui nous paraissent intéressants et pertinents dans notre marketplace. Ça, c'est vraiment le concept poussé par la Commission européenne et par l'ESA pour dire vous allez commencer par me construire 4 plateformes qui seront les 4 piliers du projet. Des plateformes scalables, ouvertes, interopérables, et en même temps, vous construisez une offre de valeur pour développer le business autour de Copernicus. Voilà l'enjeu aujourd'hui de DIAS, tel que préconisé par la Commission européenne, par l'ESA. Donc la réponse, nous l'avons écrite avec notre partenaire Airbus. Donc Airbus et Orange, ce sont deux groupes industriels qui ont décidé de s'allier autour de ce projet. Donc un spécialiste du domaine spatial, un spécialiste du numérique. Les deux travaillant ensemble avec une équipe fédérée. Donc nous avons sur Toulouse décidé d'avoir une équipe commune pour adresser ce marché. Et bien sûr, on invite tout un tas de partenaires aujourd'hui à venir nous rejoindre dans cette aventure. Alors, pour votre information, aujourd'hui, on a Capgemini, Vito et CLS qui sont nos subcontracteurs sur le projet, mais qui aussi jouent un rôle important dans le développement du business avec nous. Donc, la promesse, elle est là, hein, vraiment inventer la marketplace de demain pour le domaine de l'observation de la Terre, avec un catalogue de services, comme je vous le décris ici, qui est articulé autour de l'information as a service, du data as a service, du software as a service et du platform as a service. Voilà l'articulation aujourd'hui de notre offre. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est l'exemple du catalogue thématique qu'on souhaite proposer dans notre marketplace et tout ensemble d'API prêtes à l'usage qui permettent aux développeurs indépendants ou startups ou les éditeurs à venir se brancher pour créer leurs propres services dans les différents domaines, transport, tourisme, etc. Voilà, on est vraiment dans le développement business autour de ces outils-là. Donc juste pour finir, voilà concrètement le concept de notre marketplace. Hein. Donc nous avons à gauche ici en fait les sources de données disponibles. Donc on est en train d'intégrer et de les stocker dans la couche basse, hein, vous avez tout à l'heure le DIAS back-office, donc toute la partie back-office du projet, qui est hébergé chez Orange à Paris. Donc on propose de la puissance de calcul, de l'environnement, des outils DevOps, de la connectivité, de la sécurité. Donc tout ça c'est disponible et prêt à l'usage. Sur cette plateforme, on bâtit ce qu'on appelle les interfaces métiers, donc les API qui permettent aux développeurs et aux éditeurs de travailler, et bien sûr un website qui sera ouvert le 15 juin prochain, donc je vous enverrai, donc en tout cas sera publié pas mal dans la presse. Hein. On a un nom de domaine qu'on est en train de déposer et qui va pouvoir permettre à pas mal de partenaires de venir se connecter sur notre portail. Voilà en gros, et puis bien sûr un guichet unique qui permette à nos clients d'ouvrir des tickets, de dialoguer avec nous sur le sujet. Voilà globalement le projet. Donc je vous donne rendez-vous le 12 et 13 mars prochain pour on a un salon, un stand disponible, hein, donc je serai sur place du lundi après-midi à mardi, donc je serai ravi pour certains d'entre vous, si vous voulez venir discuter autour de ce projet.
voilà, si vous avez des questions, moi j'ai fini. Allô? Oui, Alain, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, en effet, je vous invite tous à aller voir Orange Business Services sur le congrès Big Data Paris, stand A16. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons encore quelques minutes pour Orange Business Services. Euh, je vois qu'il y a une question. Alain, je vous Tout à laisse fait, ouais. répondre. Ouais. Voilà. Alors effectivement, Dias a sa propre structure, architecture aujourd'hui pour gérer des données. La question des données non structurées, pour le moment, est en cours d'étude. Mais nous avons bien sûr pensé à Hadoop comme solution, en tout cas embarquée dans notre offre. Sur les détails vraiment techniques, aujourd'hui, je suis pas l'expert, mais si vous souhaitez qu'on donne un peu plus de détails sur l'architecture, n'hésitez pas à poser des questions sur notre boîte mail et puis on vous répondra. Pardon, il y a des bruits sur la ligne par contre. Voilà. J'ai une question de Véronique. Quelles sont les technologies sélectionnées pour la plateforme? Donc, nous, notre plateforme est basée sur OpenStack. Hein, on n'a pas fait le choix de VMware. Donc, c'est OpenStack. Et en termes de conteneurs, de Docker, on a pris Kubernetes. Voilà, donc vraiment que des technologies qui nous permettent d'être complètement indépendants et cloud agnostique par rapport à ce type de plateforme. Voilà, c'est possible de communiquer les supports PowerPoint. Bien sûr, je vous enverrai les supports. Donc je ne sais pas s'il y a un moyen, je peux peut-être vous envoyer les documents en PDF. Je l'ai préparé, donc j'ai pas trop l'habitude de la plateforme, mais je me ferai expliquer comment on envoie un fichier à tout le monde sur le sujet. Super, merci Alain. Effectivement, nous n'hésiterons pas à partager votre présentation à la fin du webinar. Très Voilà. bien, d'accord?